le fait que la Maïf aujourd'hui soit devenue entreprise à mission, euh, je vais dire qu'en soi, c'était pas une grande surprise, et que c'est quelque chose qu'elle portait en elle, sans qu'on parle d'entreprise à mission auparavant, c'est quelque chose qu'elle portait en elle probablement depuis sa création. C'est une entreprise, vous le savez, qui a été créée en 1934 et qui, dès sa création finalement, a porté en elle un acte politique. Lorsque la mutuelle s'est créée, elle s'est créée parce que les instituteurs ne trouvaient pas de contrat qui, de façon, sous un aspect tarifaire, prenait en compte des risques plus faibles que cette population, à l'époque, en 1934, représentait sur la route, puisque les instituteurs étaient beaucoup plus attentifs, ils étaient moins accidentogènes, etc. Et c'est un acte politique qui a créé la mutuelle. Et finalement, cette démarche et les valeurs qui l'ont accompagnée ont structuré ce qu'elle est depuis ce moment-là. Et quand on parle d'assureurs militants, on voit bien qu'on a déjà, on sent déjà une entreprise qui se positionne dans le monde, qui se positionne dans la société, qui agit vis-à-vis d'elle d'une façon différente, qui cherche à avoir d'emblée un impact positif à la fois sur ses membres et à la fois sur la société qui l'entoure. Je crois que ça c'est important parce que évidemment ça a été chez nous un élément qui peut-être a facilité la prise de décision, a permis de prendre la parole plus tôt et de façon beaucoup plus engagée sur ce genre de choses. On a une démarche RSE qui a commencé à se formaliser au début des années 2000. Ça aussi, je pense que c'est un élément assez fort et assez structurant dans la démarche. Et c'est en 2019, alors que on avait commencé déjà à prendre fortement part dans les discussions autour de la loi Pacte, que l'entreprise a annoncé sa raison d'être. Et c'est en 2020 qu'elle a fait entrer dans les statuts sa raison d'être et qu'elle est devenue entreprise à mission, donc en juillet 2020. Cette raison d'être, je vais quand même rapidement vous la rappeler, elle est la suivante, c'est que l'entreprise dit que convaincue que seule une intention sincère portée à la fois à l'autre et au monde permettrait de garantir un réel mieux commun. Cette attention sincère, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements, au cœur de chacune de nos actions. Voilà. Ça, c'est la raison d'être de l'entreprise, cette attention sincère portée à l'autre et au monde en vue d'un mieux commun. Et elle se décline désormais dans une mission qui se structure autour d'axes qui finalement sont évidemment tournés en direction des parties prenantes, à la fois pour favoriser l'épanouissement des acteurs internes, contribuer à une société plus solidaire, à la transition écologique, à la promotion de modèles d'entreprise qui soient aussi des entreprises engagées. Voilà. Et cette mission a été adoptée donc en Assemblée générale en juillet dernier avec un taux assez honnête de 99% d'approbation parmi l'Assemblée générale, ce qui évidemment est assez encourageant. Alors, je vous le dis à la fois, ça change, en tous les cas, ça semble ne rien changer à qui nous sommes. Et on sent bien qu'il y a une forme de continuité dans l'histoire dans l'entreprise, dans cette démarche d'assureur militant. Et puis, finalement, en même temps, ça change absolument tout de devenir entreprise à mission. Parce que ça va changer le niveau d'exigence, ça va changer le degré de transparence s'impose et qui désormais vraiment nous oblige au regard des autres. Et puis, ça crée une irréversibilité, puisqu'on ancre dans les statuts cette raison d'être et cette mission. Et vous le savez, on ne change pas les statuts tous les jours. Et donc, on crée un cadre, on crée une obligation, on crée une dynamique, un mouvement qui va bien au-delà
de ce que la culture d'entreprise avait elle-même amorcé jusqu'à présent, et on opère vraiment une bascule qui est très forte. La volonté de Pascal Demurger, qui est devenue véritablement la volonté de toute l'entreprise, elle est partie d'une idée très forte, hein, qui était de vouloir essayer de réconcilier éthique de conviction, éthique de responsabilité pour un chef d'entreprise, et de se dire que on ne pouvait plus prendre une décision en arbitrant entre la dimension économique et la dimension éthique de la décision. Et on ne pouvait pas s'accommoder d'un 40-60, d'un 80-20, etc. Et qu'il fallait du 2 fois 100 finalement. Il fallait que la décision, elle embarque à 100% les deux dimensions. Et c'est ce que va permettre l'entreprise à mission. La démarche, c'est véritablement d'aligner les intérêts de l'entreprise sur les intérêts de ses parties prenantes, de ses collaborateurs, de ses sociétaires, de la société en général, de ses fournisseurs. Et cette démarche-là, elle va donc irriguer absolument toutes les décisions de l'entreprise aujourd'hui. Désormais, tout est pensé, toute décision à l'interne et à l'externe est pensée en fonction de cette démarche. On a pour ce faire un outil de pilotage qui a été mis en place, qu'on appelle dans l'entreprise le quadriptyque, qui passe au crible nos décisions, aux prises de l'intérêt du sociétaire, de l'intérêt des collaborateurs, de l'intérêt de la société en général, donc avec sa dimension environnementale évidemment, mais la dimension sociétale, la dimension environnementale, et puis en dernier lieu, la dimension de la performance économique. Elle n'est pas oubliée, mais vous voyez bien que dans le quadriptyque, elle arrive en dernier, et ça c'est très important. Il va falloir que tout soit pensé en fonction de cet alignement. Le premier, par exemple, sur l'environnement. Jusqu'à présent, on a 80% de nos investissements. Là, un assureur, c'est avant tout aussi un investisseur institutionnel. On a 80% de nos investissements financiers, qui sont tournés ESG, hein, qui sont plugués sur ces critères. Demain, on a un horizon, on s'est fixé un horizon à 2030 de 100% d'investissement totalement en dehors du charbon. Hein, aujourd'hui, on a déjà exfiltré tout ce qui est évidemment tabac, armement, des pays qui appliquent la peine de mort, etc., etc. C'est un engagement fort, c'est pas forcément un engagement qu'on est les seuls à avoir pris, heureusement d'ailleurs, mais ça donne la direction. Et en même temps, on se dit, bah, c'est très bien d'aller chercher les investissements qui vont avoir des impacts forts, mais puisqu'on est un investisseur, allons jusqu'au bout et créons nous-mêmes cette nature d'investissement que l'on cherche à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Maïf Transition, qui est entièrement tourné vers la transition écologique et la transition énergétique, partant du principe que les deux peuvent être liés. Et donc, on a créé ce fonds qui a un potentiel d'investissement qu'on a fixé à 400 millions d'euros pour le moment, et qui a comme objectif de transformer les territoires. On veut investir sur l'ensemble du territoire, transformer les territoires en territoires durables, en territoires à énergie positive. Et donc, on a un bras armé qui est un acteur qui s'appelle AQO, qui a mis en place, il y a déjà une quinzaine d'années, des systèmes qui permettent de faire du photovoltaïque sur des terres agricoles pour les transformer en bio, en les finançant par le photovoltaïque au départ, et puis de développer à la fois cette énergie totalement verte sur les territoires locaux et puis des circuits courts. Ça, c'est un exemple très concret de la façon dont on veut exprimer ces investissements. Je pourrais aussi vous parler d'un autre exemple qui, pour moi, est aussi très caractéristique.
en tant qu'assureur automobile, on est le 6e assureur automobile français. On gère environ 300 000 sinistres automobiles par an. Et sur ce flux de véhicules, on a environ 30 000 véhicules qui sont des véhicules qui sont à un moment donné dits économiquement ou techniquement irréparables. Eh bien, l'entreprise reprend ces véhicules et les redirige vers une filière de véhicules hors d'usage qu'on a structurée depuis la mutuelle autour de partenariats avec les centres qui déconstruisent les véhicules, avec les garagistes, etc. On a construit toute une filière qui permet, depuis les véhicules qu'on récupère, de faire déconstruire ces véhicules, de remettre à neuf les pièces automobiles, c'est essentiellement des pièces de carrosserie, et de proposer à nos sociétaires de remplacer, lorsqu'ils ont un sinistre, de remplacer, plutôt que de prendre une pièce neuve, de prendre une pièce issue, une pièce de réemploi issue de cette filière. La pièce est équivalente à la pièce neuve, elle coûte juste 40% moins cher. Elle coûte 40% moins cher pour le sociétaire, elle est bénéfique pour l'environnement, puisque la pièce ne s'est pas perdue dans la nature et on évite de construire une pièce neuve à la place. Et en structurant cette filière de VHU, on recrée de l'emploi au niveau local et par ailleurs des emplois qui sont des emplois peu qualifiés. Et donc, ça présente aussi un intérêt qui, de ce point de vue-là, est assez fort. Voilà, c'est deux exemples qui paraissent assez forts et qui traduisent assez bien la démarche. Mais on demande, si vous voulez, la démarche, elle va partout. Elle va du bio à la cantine, hein, en allant jusqu'à ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'irriguer chacune des dimensions, chacun dans son activité, de voir comment ces engagements de la mutuelle en fonction de son activité, soit vis-à-vis du sociétaire, soit vis-à-vis de la société en général. Et sur ma propre activité, puisque je m'occupe des affaires publiques au sein de la mutuelle, donc une activité qui n'est pas une activité en lien avec le sociétaire, qui n'est pas une activité d'assurance à proprement parler, hein, je fais du lobbying pour l'entreprise. On essaie de repenser toute notre action de lobbying à l'aune de ces engagements de la mission, à la fois en matière de transparence, mais aussi en matière de combat sur lesquels l'entreprise s'engage, de façon à ce que l'on prolonge ces combats en se posant la question de savoir si ce que l'on essaie de défendre est bien raccord avec ses objectifs pour la société, de façon générale, pour nos sociétaires et pour la société. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Rapport au temps qui est une vision du temps long. Il y a deux dimensions qui sont très fortes chez nous. C'est la place de l'homme, la place de l'homme au sein de l'entreprise, au sein de l'économie, il est central. Et puis cette vision de long terme, soumis à la dictature du court-termisme, ça c'est une dimension très forte. Alors, on a évidemment un avantage que beaucoup sans doute autour de cette table aujourd'hui n'ont pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire, on est une mutuelle, donc forcément c'est aussi un modèle de gouvernance qui probablement peut aider dans la démarche, mais en même temps, je crois qu'il faut, quel que soit son modèle d'entreprise, il faut se dire qu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact sur la société, et c'est le rôle de l'entreprise, et il y a une véritable attente sociale à l'égard de l'entreprise sur ce rôle politique qu'elle doit avoir sur ce qui l'entoure, elle a été très longtemps vue, et sans doute à raison, comme l'une des causes des difficultés que le monde rencontre aujourd'hui, notamment d'un point de vue environnemental, mais elle peut être tout autant aujourd'hui l'acteur qui va apporter les solutions. Pour ça, elle doit quand même s'inscrire dans un temps long pour parvenir à tout ça, parce qu'on doit construire, quand je vous parlais tout à l'heure de Maïf Transition, c'est nécessairement un fonds d'investissement qui est rentable, qui sera rentable, mais son calcul se fait sur du temps long. Si on ne cherche à faire que de la rentabilité sur le court terme, on ne peut pas répondre à ces questions et on ne peut pas jouer un rôle politique. Ça, c'est une chose impossible. Et la confiance dont on parlait à l'instant, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le temps long.
La confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui se nourrit et qui permet justement d'entrer dans cette démarche. Il y a environ 5 ou 6 ans, en fait, que Pascal Demurger a souhaité qu'il y ait ce virage très fort au cœur de l'entreprise autour du management par la confiance. Même pour lui, quand il en parle, on voit que c'est quelque chose qui s'est construit, qui est arrivé progressivement. Il a compris le rôle clé que la confiance pouvait jouer comme moteur de performance, moteur de cohésion et moteur de performance au sein de l'entreprise. À la fois, évidemment, entre les collaborateurs entre eux et des collaborateurs vis-à-vis des sociétaires. Enfin, c'est ce qu'on a appelé la symétrie des attentions. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne aux collaborateurs, le collaborateur se trouve naturellement en capacité de le donner aux sociétaires de l'autre côté. Alors, je vais essayer d'illustrer ce que je vous dis là de plusieurs façons. Au quotidien, la confiance, elle va prendre plusieurs formes. Pardon. C'est déjà évidemment essayer de passer d'un management horizontal à un management vertical, pardon, à un management beaucoup plus horizontal. Ce que l'on attend aujourd'hui du manager, c'est que il soit plus là nécessairement comme donneur d'ordre, mais comme celui qui va donner le sens à ses collaborateurs. On fait partie d'une même équipe, on co-construit ensemble pour aller dans une direction, et c'est de pouvoir embarquer chacun dans cette direction et de permettre à chacun de se réaliser dans la mission qui va être la sienne, de donner plus de marge de manœuvre à chacun, d'accorder un droit à l'erreur. Voilà, tout ça, ce sont quand même un certain nombre de bases très fortes. Je peux l'illustrer par exemple sur la façon dont les conseillers que vous avez au téléphone chez nous vont gérer la relation avec le sociétaire, qui correspond à la façon dont on veut gérer le management en interne. C'est-à-dire que nos conseillers n'ont pas de script pour vous répondre, soit parce qu'ils vous appellent, soit parce que vous les appelez sur une gestion de sinistre. Ils n'ont pas de script pour vous parler. Ils ont une véritable marge de manœuvre dans la façon dont ils vont gérer la réponse qu'ils vont vous apporter. Dans des verbatims que j'ai pouvoir passer en interne, notamment sur cette question des conseillers, on sent que aujourd'hui leur métier, c'est apporter une solution. Et ils le vivent véritablement comme ça. Je peux vous l'illustrer de plusieurs façons, qui montrent que cette liberté, elle va au-delà du contrat également. C'est pas au-delà du verbatim que vous donnez à votre conseiller, elle va au-delà de la réalité du contrat. Par exemple, et Pascal cite cet exemple de temps à autre, d'un couple de sociétaires qui a vu sa maison totalement inondée, donc inutilisable, et le contrat permettait de reloger ces sociétaires dans un hôtel. Et les sociétaires en question n'avaient pas du tout envie d'aller passer 2 mois ou 3 mois à l'hôtel. C'est quelque chose qui les enthousiasmait pas du tout. C'était des retraités. Et il se trouvait qu'ils avaient une maison de résidence secondaire en Corse. Eh bien, le conseiller leur a instinctivement proposé, voyant leur réticence à aller à l'hôtel, de leur prendre les billets d'avion pour qu'ils puissent aller s'installer dans leur résidence secondaire, alors que ce n'était pas du tout prévu par le contrat. Ça, c'est typiquement illustratif de cette confiance qu'on accorde à nos collaborateurs en disant « vous saurez vous-même trouver les bonnes solutions de façon responsable, de façon raisonnable, et vous savez vous adapter et trouver les bonnes solutions. » Et quand on fait confiance à ses collaborateurs, la confiance, elle rejaillit sur ses sociétaires. Et cette confiance, elle rejaillit sur la performance. Et ça, c'est aussi une des dimensions clés dans toute la démarche, c'est que on est convaincu que la performance et l'éthique peut être source de performance. Et que, voilà, quand je vous parle de cet exemple, je pense que si on veut le traduire dans la performance, au-delà du fait que ça fait 16 ans, je crois maintenant, qu'on a le premier prix de la relation client tous les ans,
toujours avec le même bonheur. On a aussi le turnover de clients le plus faible du marché sur l'assurance. Le turnover moyen pour un assureur, il varie entre 15% à, pour les moins bons, 25%. Nous, on est à 1,5%. Bon, je crois que ça traduit assez bien les choses. Et ça les traduit aussi de façon très sonnante et trébuchante, parce que toute, toute cette fidélisation du sociétariat, elle se traduit par des campagnes de communication que nous n'avons pas besoin de faire. On n'a pas besoin de dépenser des sommes considérables pour aller chercher des sociétaires qui partiraient pour pouvoir compenser ce départ. Et ça, on l'a chiffré, on est entre 100 et 150 millions d'euros par an d'économies sur ce point-là. Voilà, c'est une des illustrations. Après, il y a d'autres illustrations beaucoup plus quotidiennes dans la vie managériale. On en parlait quand on avait préparé cet échange. On parlait des feuilles de déplacement des collaborateurs. Effectivement, quand je suis arrivé dans l'entreprise il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, eh bien, chaque collaborateur demandait l'autorisation pour se déplacer à son manager qui ensuite signait la feuille de frais qui revenait avec je suis allé déjeuner à tel endroit, voilà, mon train, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans une feuille de déplacement. Aujourd'hui, les managers ne regardent plus les feuilles de déplacement de leurs collaborateurs et les collaborateurs se responsabilisent eux-mêmes sur le montant de leurs frais de déplacement. C'est-à-dire qu'un collaborateur peut voyager en première s'il le souhaite. Il peut d'emblée se dire je vais peut-être voyager en seconde et puis me prendre une chambre d'hôtel un tout petit peu mieux, ou alors je vais prendre un Airbnb, puis là je vais. Voilà. Il a son enveloppe, grosso modo, il la gère comme il veut. Il est responsable et le manager ne regarde pas, il lui fait confiance et ça a un impact là aussi plutôt positif sur les frais de déplacement.